Lyon, Ho Chi Minh Ville, l'épopée terrestre. Nous voilà partis une fois de plus à la conquête de l'Est. L'itinéraire prévu nous conduira vers Ho Chi Minh Ville en 15 000 km de voie ferrée. Nous allons passer par Strasbourg, Hanovre, Moscou, Almaty, Urumqi, Zhengzhou, Nanning, Beauvais, Hanoï, Hue et Ho Chi Minh. Le but de ce voyage est de rejoindre le plus rapidement possible le Vietnam. Greg et Christopher sont déjà partis depuis quelques jours. L'itinéraire direct ne leur convient pas, ils veulent passer par l'Ouzbékistan. Je pars avec Eric le jeudi 6 octobre. Nous utilisons l'itinéraire classique pour rejoindre Moscou. Nous allons traverser l'Allemagne jusqu'à Hanovre pour prendre le train Bruxelles-Moscou, le Yan Kippoura. Nous voici donc fin prêt, avec nos 5 visas, le jeudi 6 octobre en gare de Lyon-Part-Dieu. Le train numéro 4372 en provenance de Lyon-Perrache et à destination de Strasbourg, départ 9h30, va entrer en gare, voie A. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Nous prenons ce train corail jusqu'à son terminus. Nous avons traversé l'Ain et le Jura, et nous sommes maintenant en gare de Belfort. C'est à bord d'un train corail de la SNCF que nous commencerons notre périple. Imaginez, nous allons traverser 2 continents et parcourir plus de 7 pays. Alors ça fait quelle impression d'aller au Ho Chi Minh? Mais parce qu'on va à Ho Chi Minh, là? En train? On est fou. Voilà Strasbourg, il ne nous reste plus que 14 500 km. Le train corail numéro 67 en provenance de Paris-Est et à destination de Munich, départ 14h56, va entrer en gare, voie 3. Il dessert Kent, Baden-Baden, Karlsruhe, Stuttgart, Lübeck et Augsbourg. Parti à 9h30 de Lyon, il est 15h lorsque nous arrivons en Allemagne. À Karlsruhe, nous avons 1 heure de correspondance. Nous mettons ce temps à profit pour déguster une petite bière bien connue des Neuvillois. Nous voici donc tous les deux installés au buffet de la gare. Karlsruhe est aussi la ville des trains-trams, première réalisation du genre en Europe. Alors combien de kilomètres il reste? Beaucoup. Plein. Nous allons rejoindre Hanovre avec un ICE. À Hanovre, nous avons prévu une étape de 4 heures afin de partir à destination de Moscou dans de très bonnes dispositions. Nous allons emprunter l'Express international Bruxelles-Moscou, le West-Est Express. Dix heures après ou le lendemain sous un soleil radieux, nous voici à Varsovie. Les voitures Bruxelles-Varsovie du Yan Kippoura ont été décrochées. Notre rame réduite attend maintenant sa locomotive. Les voitures russes et biélorusses sont d'un confort tout à fait acceptable pour ce début de XXIe siècle. Le trafic est important dans cette gare annexe de Varsovie. Les rames ont pris beaucoup de couleurs depuis une vingtaine d'années.
hôtesses de la voiture biélorusse et les protonniques font les 100 pas sur les quais de la gare en attendant le départ. Nous filons vers l'est en direction de la Biélorussie. Le temps est magnifique, les couleurs d'automne sont déjà bien présentes. Nous arrivons à Terespol, dernière gare polonaise. Après la douane biélorusse dans une gare frontière, nous sommes en vue de Brest. Après un court arrêt, nous avons refoulé dans l'atelier pour changer les bogies. Nous allons être équipés de l'écartement russe à 1,52 m. La gare de Brest est monumentale sous ce soleil d'automne. Elle revêt encore les anciennes insignes. À 1500 km de Lyon, nous retrouvons déjà l'ambiance sonore des chemins de fer de Russie. Notre rame est maintenant équipée et prête au départ. Le train multitranche en provenance de Saratov, Astana et Novosibirsk fait son entrée en gare de Brest. Il continuera à destination de Berlin. Nous quittons Brest à 17h29 heure locale. Nous allons traverser la Biélorussie pour arriver à Moscou le lendemain matin. Après le départ de Brest, la vitesse du train atteint le maximum autorisé, soit 120 km/h. Les grands champs cultivés sont masqués tout le long du parcours par une épaisse bordure d'arbres. Elle doit certainement servir à éviter les congères en hiver. En fin de soirée, le calme règne dans le couloir de la voiture. Nous prenons le repas du soir dans la voiture-restaurant qui a été ajoutée en gare de Brest. Le train fait une courte escale à Minsk, capitale de la Biélorussie. Il est 21h30. Nous arrivons alors à la gare de Moscou-Bielorusskaya. Les voyageurs de notre train, lourdement chargés par d'innombrables sacs, sont attendus par les familles ou bien des porteurs. Ce serait un affront de passer à Moscou sans faire un tour sur la place rouge qui attire toujours de nombreux touristes. Cette dernière est cernée par le mur d'enceinte du Kremlin. La galerie commerciale du Goum et son millier de boutiques. La cathédrale de Kazan, reconstruite en 1993. À l'opposé, la très photogénique basilique
haute en couleurs, de Basile le Bienheureux. Et enfin, l'inévitable mausolée de Lénine, où il est toujours de tradition que les jeunes mariés se fassent prendre en photo. Des sosies de personnages historiques sont à la disposition des touristes pour être pris en photo. Nous remontons maintenant l'avenue Tverskaya jusqu'à la gare de Biélorussie. La gare de Biélorussie est magnifique avec sa couleur vert pâle. Nous choisissons un bon restaurant afin d'honorer la cuisine russe pour ce repas du soir. Nous prenons la meilleure vodka pour l'apéritif, un très bon vin russe de Crimée et bien sûr du caviar. Il est bon le caviar. Oui, il est bon le caviar. Nous poursuivons le repas avec une soupe sibérienne, un goulash au goût bien rouge, une entrecôte trop cuite et un canard aux pommes et aux prunes, un Apfelstrudel en guise de dessert. Dimanche 9 octobre sous le soleil. Comme de nombreuses stations de métro, celle de Komsomolskaya est une véritable galerie d'art. Уважаемые пассажиры, ведите на курсе вас и бросать оставки пищи в порядок. Зал вокзала категорически запрещается в нарушении установленного режима полагается штраф. La gare de Kazan, d'où nous partirons ce soir. La façade de la gare donne sur la place du Komsomol. Juste en face, la gare de Leningrad et celle de Yaroslav d'où part le célèbre transsibérien. Le parc VDN-KH. Situé au nord de Moscou, il est le lieu privilégié des promenades dominicales. Comme tout bon endroit qui se respecte, il y a aussi à boire et à manger. Ce parc, de 2 km de long et de 1 km de large, se compose de larges avenues piétonnes et de pavillons grandioses qui glorifiaient jadis tous les aspects de la vie communiste, de l'éducation à l'agriculture. Créé dans les années 1950-1960 pour la propagande du système économique soviétique, il s'est transformé peu à peu en un grand parc d'attractions et un centre commercial de produits importés bon marché. Il est composé de plusieurs pavillons, dont un pour chaque république soviétique, et un par grand domaine d'activité, tels que les transports ou la conquête spatiale. Что березонька моя, зябка на ветру? Хочешь, я тебе, родная, слезоньки утру? Ты стоишь вдали от леса, у дороги. Ты всегда зимой и летом одинокая. И с людьми бывает это все случается. Только жизнь идет по свету, не кончается. Nous allons retourner au centre de Moscou en empruntant ce nouveau monorail. Prouesse technique ou gadget, après le parcours, nous optons plutôt pour la deuxième solution. Il est temps de reprendre la route. Nous avons encore de nombreux kilomètres à parcourir. Il faut traverser le Kazakhstan et la Chine avant d'arriver au Vietnam. Pour cela, nous allons relier Moscou à Almaty avec le train numéro 8
le Kazakhstan. Nous allons passer 4 nuits et 3 jours dans ce train pour parcourir la distance de 4022 km. Nous prenons place dans notre compartiment de voiture-lit vers 22 h. Ce train est entièrement composé de matériel kazakh. Après la première nuit, nous voici en gare de Tissofo 1 où un relais traction est effectué. Cela fait 11 heures que nous sommes partis et nous venons de parcourir 700 km. Nous avons le seul compartiment de notre voiture dont le double vitrage a été cassé par un jet de pierre. Nous filons à bonne vitesse en direction de sud-est de la Volga et de Saratov. Nous sommes bien installés dans ce compartiment de voiture-lit de première classe. Jusqu'à Almaty, il ne nous reste plus qu'à regarder le paysage, manger de temps en temps et dormir. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, objectivement. Nous traversons la plaine de Russie en direction du Kazakhstan sous un soleil radieux. Nous faisons une étape de 7 minutes à Atkarsk, il est 11h40. Nous allons arriver à Saratov, qui est à 861 km de Moscou. C'est une grande ville située au bord de la Volga. Comme la rame complète du train, notre voiture-lit est de ce bleu étincelant. Sur cette plaque, l'emblème des chemins de fer kazakh. Nous allons continuer vers l'est avec cette locomotive diesel. La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Elle mesure 3700 km. Elle prend sa source dans des collines de Vaïlda à 228 mètres d'altitude et se jette dans la mer Caspienne dont l'altitude est à moins 28 mètres. La Volga est navigable sur presque toute sa longueur grâce à de nombreuses écluses. Après Saratov, nous la longeons sur quelques kilomètres avant de la traverser sur cet immense pont. La Volga est également le symbole de la Russie. Elle traverse plusieurs de ces grandes villes, comme Yaroslav, Nijni Novgorod, Kazan, Togliatti, Samara, Saratov et bien sûr Volgograd. Яшенька кефир, желающий минералка пива, вино, водка, коньяк, сигареты, кофе, ряженка кефир, гранат не желает, копченые, минералка пива, вино, водка, коньяк, натуральный сок, ряженка кефир, желающий, йогурт, заварка, сигареты, кофе, гранат, минералка пива.
Plusieurs fois par jour, le personnel de la voiture-restaurant passe dans les couloirs pour proposer à manger et à boire. Sur l'autre rive de la Volga, le paysage est de plus en plus plat et les arbres de moins en moins nombreux. Nous faisons une halte de 2 minutes en gare de Mokrous. Il est 16h15. Notre train continue à filer vers l'est. Nous serons ce soir au Kazakhstan. Nous sommes arrêtés en gare de Erchov. Les 4 minutes d'arrêt ne nous permettent pas d'acheter des victuailles à cette babouchka. Un thermomètre mural nous indique une température extérieure de 30 degrés. Nous sommes quand même le lundi 10 octobre. Ce matin, nous sommes à Ilek, deuxième porte d'entrée du Kazakhstan, 1 heure d'arrêt. Ce nœud ferroviaire est de nouveau en Russie. Dans la nuit, nous étions déjà rentrés au Kazakhstan. Ce sont les aléas de la frontière. Nous subissons directement les effets du climat continental. Ce matin, il fait plutôt très froid. « 200 km au sud de Ilek, nous voici à Aktobe. C'est la première grande ville kazakh que nous traversons. Aktobe est un grand nœud ferroviaire où circulent de nombreux diesels. Nous croisons également le train Tashkent-Oufa. Les 20 minutes d'arrêt permettent aux voyageurs de se dégourdir les jambes et de faire quelques achats. Cela permet aussi aux cheminots d'effectuer les traditionnelles vérifications. Nous profitons de la relative monotonie du paysage pour tester la voiture-restaurant. Nous dégustons entre autres une soupe de légumes avec des patates et des tomates, aromatisée au citron et aux olives, et bien sûr la traditionnelle bière kazakh. Almaty est encore à plus de 2500 km. Notre rame file vers le sud-est à environ 80 km/h dans un paysage semi-désertique. Nous passons pas très loin des champs pétrolifères du Kazakhstan. Nous sommes à Kandiagash. Notre train circule à l'heure, il est 14h50, nous avons 18 minutes d'arrêt. Nous avons parcouru 1849 km depuis Moscou, il en reste 2163 jusqu'à Almaty.
1h30 après Kandiagash, nous voici à Giem. Plus tard dans l'après-midi, nous passons un col au milieu de ce désert. Des murs en bois ou en béton qui protègent les voies nous font penser qu'il peut y avoir parfois beaucoup de neige. Ces engins moteurs garés dans cette gare viennent nous le confirmer. Le samovar est bien utile pour avoir de l'eau bouillante. Nous en avons besoin pour le thé, pour la vaisselle et pour la toilette. Un robinet d'eau froide est aussi à notre disposition. Le soir, nous sommes à Chalkar. Nous allons entamer notre deuxième nuit dans le train Kazakhstan. Mercredi 12 octobre, 7e jour de voyage. Nous sommes à proximité de Yeni-Kourgan. Il est 9h46 du matin. Notre train au long cours roule régulièrement et circule toujours bien à l'heure. Nous avons parcouru plus de 3000 km depuis Moscou. Nous filons toujours vers le sud. Depuis hier, le paysage a perdu le peu de végétation qui lui restait. La région que nous traversons a l'avantage d'être bordée par le fleuve Syrdarya qui se jette dans la mer d'Aral. Malgré ce climat désertique, chaque village est irrigué par les eaux de ce fleuve. En particulier la ville de Turkestan, qui devient une oasis de verdure parmi cet océan de sable. Avec le soleil et la chaleur, il ne manquait plus que l'eau pour cultiver la terre. Comme l'irrigation est possible, les villages sont nombreux. La ligne est à voie unique, mais nous croisons de nombreux trains de voyageurs et de marchandises dans les gares. Il y a du trafic. Il est 11h30 lorsque nous arrivons à Turkestan. C'est une ville de 100 000 habitants qui se trouve à l'orée du désert de Kizilkum que nous venons de traverser. Notre activité principale dans ce train n'a guère évolué depuis le départ de Moscou.
Nous sommes maintenant à Aris. C'est une gare de bifurcation importante. Nous avons rejoint la ligne de Turksib en jaune sur la carte. Elle permet de relier la Turquie et l'Iran à la Sibérie et la ligne du Transsibérien. Nous avons maintenant une locomotive électrique et filons droit vers l'est. Le climat est un peu moins sec. Il y a plus de verdure. Les champs des campagnes sont beaucoup plus souvent cultivés. Il y a de nombreux fruits et légumes en vente dans les gares. La population dans cette région est plus importante, vu que la nourriture est beaucoup plus abondante. Il y règne comme un climat méditerranéen. Nous arrivons à Chimkent, capitale régionale du sud du Kazakhstan, avec 500 000 habitants. C'est une ville qui est très animée. Notre train s'arrête 15 minutes. Nous avons parcouru 3261 km depuis Moscou. Nous arriverons à Almaty le lendemain matin. Durant la dernière après-midi passée dans ce train, le paysage devient plus vallonné et montagneux. Nous longeons les contreforts de l'Himalaya. Mais malgré ces montagnes, le paysage reste relativement sec. Avec ce nouveau profil, la vitesse moyenne du train descend à environ 50 km à l'heure. Elle était bonne cette sieste? Монголой. А вот золотой пармен. Боярский. Жир поезд из Москвы Алматы бірінші жылға қабылданды. Поездың аялдайтын уақыты 15 минут. Внимание, уважаемые пассажиры, скорый поезд 8 сообщение Москва-Алматы прибыл на первый путь. Стоянка поезда 15 минут. Жир поезд 8 Москва-Алматы бірінші жылға қабылданды.
поездың аялдайтын уақыты 15 минут. Тыңдаңыздар жолаушы азаматтар, теміржолдың тәртібін бұзбаңыздар. Вагондардың терезе. Nous sommes arrêtés à Tchikoubas, il est 17h10. Comme dans toutes les gares, les marchands s'activent pour vendre leurs produits. C'est bien la première fois depuis Moscou que nous voyons autant de fruits et légumes en vente sur le quai. Les pommes sont vraiment délicieuses. Progressons toujours vers l'est. À plusieurs reprises, la voie montante est séparée de la voie descendante. La ligne grimpe lentement et nous allons passer un col à ciel ouvert dans la soirée. Il est 20h, la nuit est tombée. Nous sommes à Jamboul, à 500 km d'Almaty. Comme tous les voyageurs, j'ai acheté le repas du soir sur le quai. Sur un pain rond qui sert d'assiette, un ragoût de mouton avec des pommes de terre et des tomates. Des œufs cuits durs, une cuisse de poulet qui ne s'avéra pas assez cuite, une grosse saucisse bien grasse qui sera pas très bonne, et des énormes et délicieux pierogi aux légumes. C'est comme des samoussas. Nous arrivons comme prévu à Almaty, le jeudi 13 octobre à 6h32. Notre train arrive bien à l'heure. Nous avons parcouru sans encombre 4022 km depuis Moscou, mais nous sommes à peine à mi-parcours. Nous devons encore traverser la Chine avant d'arriver au Vietnam. La gare de Almaty est bien dans le style des constructions de l'Asie centrale. La principale rue piétonne du centre-ville. Elle est animée comme n'importe quelle cité d'Europe. Le parc Panvilov est un grand rectangle de verdure aménagé pour la première fois dans les années 1870. Il s'étend autour de la cathédrale Zenkov. Une flamme éternelle commémorant les victimes de 1917-1920 pendant la guerre civile et de 1941-1945 pendant la Seconde Guerre mondiale vacille devant un imposant monument noir. En face, le monument, le musée militaire. Un orgue de Staline trône à l'entrée sud du parc. C'est avec ce téléphérique que nous montons sur la colline de Koytube. C'est un contrefort des montagnes de Zalieski à Lato. L'ensemble a été rénové et les cabines ont été repeintes. Nous avons la vue sur cette ville moderne de 900 000 habitants. Malheureusement, la brume et la pollution nous empêchent de voir les longues avenues et l'étendue de cette ville. Les Kazakhs l'ont appelée Almaty, du nom des pommiers qui faisaient sa renommée. La pomme est donc le symbole de cette cité. Le bleu ciel et le jaune sont les couleurs officielles du Kazakhstan. Ce bâtiment moderne, surnommé la Maison Blanche, est la résidence présidentielle. Les principaux sites politiques de ce pays sont sur l'avenue Respublika à Alangui. Le Kazakhstan devient indépendant le 21 décembre 1991. Ses principaux monuments sont donc très récents. Nous attendons longtemps le tram pour aller à la mosquée d'Almaty.
C'est la plus grande du pays. Elle est relativement moderne, avec sa grande coupole turquoise. Almaty n'est qu'une étape. Nous n'avons fait que la moitié du chemin. Il faut encore traverser la Chine avant d'arriver au Vietnam. Notre prochaine destination est Urumqi, en Chine. Le train Gengis Khan, qui relie Almaty à Urumqi, ne circule que 2 fois par semaine. Ces 2 prochains départs sont complets. Nous devons rejoindre la Chine par un autre moyen. Nous allons choisir la voie terrestre, et c'est en bus de nuit que nous allons rejoindre la frontière chino-kazakh. C'est avec ce bus que nous ferons les derniers kilomètres. Après la matinée à passer la douane, il nous reste environ 800 km pour rejoindre Urumqi. Nous les ferons en taxi. 1 heure de route plus loin et en altitude, nous longeons le lac Serap-U. Cette grande étendue d'eau bleue limpide est surprenante au milieu de ce désert. Après ce lac, la route est longue et le paysage sera sans intérêt jusqu'à Urumqi. Heureusement, les derniers 500 km se font sur autoroute. C'est la ville la plus continentale au monde. La mer la plus proche est à 2500 km. Urumqi est le chef-lieu de la province autonome de Sichuan, au nord-ouest de la Chine. Sa population est environ de 1 500 000 habitants. À peine installés, nous dînons dans un petit restaurant chinois. La note s'élève à 54 yuan, soit à peine 6 € pour ce festin. Nous choisissons une soupe avec plein d'ingrédients, comme des légumes, des pâtes, de la viande, c'est comme un bouillon, du poulet, des boulettes de pain, et le tout arrosé de thé. Bien que Urumqi soit au milieu d'un désert et à plus de 4200 km de Pékin, elle fait preuve d'un étonnant modernisme. Sans les yeux bridés de ses habitants, nous pourrions nous croire dans n'importe quelle ville d'Europe. Comme de nombreuses villes chinoises, des tours et des immeubles flambant neufs poussent comme des champignons. La tour de la Banque de Chine s'élance bien haut dans le ciel. Pour midi, nous mangeons une soupe de champignons et aux fruits de mer, de la patate douce, du poulet aux cacahuètes. Et bien sûr du poisson, qui est très bien cuisiné et délicieux. Notre but est maintenant de rejoindre le plus rapidement possible le Vietnam. Avec des billets en coucher mou pour le prochain train pour Chengchu, nous rejoignons la gare en taxi. Le bâtiment de la gare de Urumqi est immense. Sa reconstruction doit être récente. Nous allons emprunter le train T198 Urumqi-Chengchu. Le trajet va durer 2 nuits et 1 jour complet pour parcourir les 3079 km qui séparent ces 2 villes chinoises. Le modernisme et la propreté des chemins de fer chinois tranchent avec ce que nous avons vécu précédemment. Ce train au long cours qui va nous emmener de l'autre côté du pays est composé d'un matériel moderne et efficace. Cet engin moteur diesel va assurer la traction du train pendant 24 heures. À peine sortis de la ville, nous retrouvons un paysage sec et aride. Une immense étendue d'éoliennes au milieu de cette vallée inhabitée nous prouve que la Chine est soucieuse de son environnement. Confortablement installés dans notre voiture climatisée de coucher mou, nous pouvons contempler sereinement le paysage. La bière est une boisson universelle qu'on trouve partout dans le monde.
au fin fond de la Chine. C'est un peu moins désertique, un petit peu plus vert, il y a quelques rizières. Donc quelques cacahuètes donc, pour accompagner ce gaillac. Ce très bon gaillac. Voilà. Le lendemain vers les midis, nous nous trouvons aux environs de Vuveil. Notre train roule régulièrement et à bonne vitesse. Nous avons parcouru 1600 km en moins de 18 heures. Nous avons récupéré une locomotive électrique. Pour arriver à Lanzhou, nous devons passer un col à ciel ouvert. La ligne grimpe dans ce paysage dépourvu de verdure. L'air est froid et sec, il y a quelques plaques de neige. L'hiver est déjà là. La tranquillité de notre voiture en coucher mou nous incite à faire la sieste. En soirée et 24 heures après Urumqi, nous sommes à Lanzhou. 6 à 7. Le lendemain, après une bonne nuit, nous arrivons à Chengzhou avec plus d'une heure de retard. Chengzhou est une ville de 6 millions d'habitants située au centre de la Chine. Elle est la capitale de la province du Henan. Elle est également un nœud ferroviaire important à la croisée des lignes Est-Ouest et Nord-Sud de la Chine. Aujourd'hui, on est à Zhengzhou. Et une fois de plus, on est dans un restaurant à attendre la bouffe. Il y a une carpe qui arrive. Sauce et grenouille. Une carpe, en principe, sauce et grenouille. D'après les explications de Christopher, qui maîtrise le chinois comme personne ne le maîtrise ici. Enfin, en tout cas, une carpe, c'est sûr, puisque la carpe, on l'a vue dans le filet avant qu'elle parte à la cuisine. Donc, du poisson, on ne sait pas comment il va être. Avant la carpe, nous avons commandé des raviolis cuits à la vapeur. Il faut les manger avec cette sauce accompagnée de petits piments. Voilà notre carpe à la sauce aigre douce. C'est un délice. Elle ne fera pas long feu et ne résistera pas longtemps à nos baguettes. Comme toutes les villes chinoises, Chengzhou, avec ses 6 millions d'habitants, est animée toute la journée. La nuit, avec des spots et des lumières de toutes les couleurs, cette cité prend une autre dimension. Cette pagode clinquante est vraiment kitsch avec son carillon électronique. Les Chinois aiment beaucoup ce genre d'éclairage et de mise en scène. Cela rend le pays plus faste aux yeux du monde.